C'est bon, je pense que le live est lancé. Vous pouvez vérifier à votre niveau. C'est aussi, Monsieur Emmanuel. Oui, à mon niveau, je vois que c'est lancé. Maintenant, il est diffusé en direct, oui. Donc, Monsieur Gavas, si vous voulez partager le live avec vos contacts sur Facebook, n'hésitez pas. Oui, non, je n'avais pas prévu effectivement de le faire sur Facebook. Donc, je vais regarder pour faire cela. Ok. Je ne voudrais pas user, en fait, je ne vais pas utiliser trop de bandes passantes, hein, sauf si vous pouvez le faire, vous, de votre côté, sur mon Facebook. Parce que je serais un peu juste en bande passante, en fait. D'accord. Donc, Monsieur Ashraf, je vous propose que nous démarrions. Enfin, bon, je vous laisse faire l'introduction et puis... On démarre. Voir combien de personnes sont déjà connectées sur Facebook. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence, un nouveau webinaire portant sur le sujet des Smart Territories, les territoires intelligents. Quelles opportunités post-Covid qui va nous être présentée par M. Emmanuel Gavache. Alors, Emmanuel Gavache est CEO d'Eradanis, qui est pionnier dans le secteur de l'IoT et de la gestion de projet. Il est passionné pour tout ce qui touche à l'innovation, quelles que soient les technologies managériales ou culturelles, au service du succès de ses clients, partenaires et collaborateurs. Emmanuel est aussi président de la commission Smart City, comité Richelieu. Donc, j'invite tout de suite M. Emmanuel Gavache à prendre la parole. Et nous sommes heureux de vous accueillir, M. Gavache, et de recevoir toute l'audience à travers le monde. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur Ashraf. Je suis très heureux d'avoir été convié à faire cette réunion. Je remercie aussi Driss pour son invitation. Je vais aborder avec vous aujourd'hui le sujet des Smart Cities sous un angle un peu inhabituel, hein, parce que suite à ce que nous avons vécu avec la pandémie, je vais plus revenir sur des aspects humanitaires de la Smart City que sur ce que l'on voit habituellement en technologie, et je vais étendre la réflexion sur le Smart Territory. Je vais partir directement sur le partage de mon écran pour vous partager cette présentation. Alors, je vais en profiter pour rappeler à l'audience que la présentation va se dérouler d'un fil et les questions seront réservées pour la fin de la présentation de M. Gavache. Alors, vous avez un onglet Q&R pour les gens qui nous suivent depuis Zoom pour poser vos questions et interagir avec nous. Vous pouvez aussi utiliser la partie réservée à la conversation. Les gens qui nous suivent depuis Facebook peuvent nous poser leurs questions sous forme de commentaires. On s'achargera de les transmettre au fur et à mesure à la fin de la présentation de M. Gavache. Je vous rends le micro. Je vous remercie. Je vous propose aujourd'hui un message optimiste et un message d'espoir suite à ce que nous sommes en train de vivre au niveau de la pandémie. Et le thème de la Smart City va être
aujourd'hui vue sous l'espoir avec les sociologues, rêvée avec les philosophes, mais aussi, bien sûr, puisqu'on parle de Smart Territories, de remettre la technologie quelque part, mais cette fois, ça sera au service du politique et non pas juste la technologie pour la technologie. En introduction, je vais prendre cette illustration. C'est une illustration c'est une toile, pardon, de Georges Gross, un peintre allemand qui dénonçait la montée du nationalisme en 1926. Donc on voit que ce n'est pas nouveau. On pourrait faire un parallèle avec ce qui nous arrive aujourd'hui. On voit tout en haut à gauche de cette toile un incendie qui pourrait être assimilé à la pandémie d'aujourd'hui. Et puis, 4 élites aveugles et corrompues dans sa toile. Hein, je ne fais pas de transfert sur les gens d'aujourd'hui. On a le nationaliste avec toute la violence qui sort de sa tête, le journaliste avec un pot de chambre, c'est une note d'humour que je trouve intéressante, le politicien avec la grosse tête remplie de merde, et le prêtre qui accueille à bras ouverts cet incendie qui va déferler sur le peuple. Le peuple est représenté en haut par les ouvriers qui essayent de fuir vers la gauche et les soldats qui essayent de fuir vers la droite. Une image, on est en 1926, on est 3 ans avant la crise de 1929, on est 13 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, et ça ressemble un petit peu à ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans une crise majeure, et la particularité des crises majeures au niveau mondial, c'est qu'il y a un lot de dangers, mais aussi un lot d'opportunités. Les dangers, on commence à les voir, on les entend, on les ressent, sont ceux de la dérive sécuritaire, les volontés de traquer tout le monde. Il y a des vidéos absolument impressionnantes à Hong Kong où les gens eux-mêmes font la police sur les autres. Je vous invite à les regarder, elles sont tellement violentes que je ne vais pas les partager avec vous. On est en train de vivre l'isolement des villes qui se ferment, ce ne sont même plus des pays. On fait des classements de territoires en France, par exemple. Bien sûr, on ferme les frontières. On voit apparaître tout un tas de sujets de corruption, corruption sur le matériel sanitaire, les gens qui profitent de cette situation désastreuse pour essayer de gagner de l'argent. Corruption dans le sens de l'opportunisme. D'un seul coup, on invente toutes les solutions et on veut les commercialiser. On essaye de tout mettre aujourd'hui derrière la technologie, que ce soit les solutions de traçage des personnes, que ce soit les formations à distance. On est dans une presse du clic. La presse du clic, c'est comment est-ce que je vais faire le maximum d'audience aujourd'hui, faire la compétition entre l'audience, sans aucune crainte des fake news, sans aucune crainte du catastrophisme. J'en ferai quelques illustrations. Le politique, un petit peu désarçonné par l'ampleur de la crise, agit dans la précipitation et on voit naître un petit peu partout dans le monde des égos nationalistes où les gens se battent pour savoir s'ils sont meilleurs les uns que les autres en se basant sur le nombre de morts. C'est quelque chose d'ahurissant. Donc ça, ce sont les aspects danger que nous sommes en train de vivre et vous pouvez en trouver d'autres, vous pouvez tous les imaginer, mais ce sont ceux qui m'apparaissent parmi les plus dangereux. En contrepartie, et c'est là où nous allons nous orienter aujourd'hui, nous pouvons voir naître de nouvelles choses, de belles choses. Hein. L'humanité n'est pas que noire, fort heureusement. On commence à voir apparaître des systèmes d'entraide, je le mets 2 fois dans ces exemples, entraide et entraide planétaire. Il y a tout un tas de solutions qui sont mises en place pour coopérer au niveau du monde, partage des informations, partage éventuellement du matériel. Les territoires se relancent. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau que l'on avait perdu depuis le 19e siècle. La ville est en train de se décloisonner pour s'ouvrir à son territoire, ce qui est un petit peu plus ample.
car on s'aperçoit que vivre aujourd'hui juste dans une ville n'est pas suffisant. On peut imaginer, à la suite de cette pandémie, une ouverture des frontières plus large que ce qu'elle n'était. Ça sera l'effet retour de balancier. De la même façon, on peut voir naître déjà des courants politiques basés sur de la valeur et l'utilisation de la technologie au service de la société et non plus l'inverse. Par rapport à une presse un petit peu bas de gamme, une presse que l'on qualifie de presse caniveau, on voit aussi apparaître, toujours dans la presse, de très belles études de fond extrêmement documentées. Ce que l'on avait un petit peu oublié, cela apparaît surtout dans la presse papier et est assez généralisé dans le monde. Et puis, on trouve de l'agilité, agilité dans la façon de repenser les entreprises, agilité dans la façon de repenser la politique. Donc, des opportunités pour l'humanité de corriger le tir. On peut trouver différents classements des villes intelligentes qui vont être utiles aujourd'hui pour notre débat. Ici, le Jupiter Research qui se base sur 4 critères, la mobilité, la santé, la sécurité et la productivité des villes. Donc, sur ces 4 critères, une seule ville apparaît première partout, qui est Singapour. Et puis ensuite, si on fait des critères croisés, on va trouver Londres, New York, Barcelone, Nice. Assez intéressant de voir que ce n'est pas la plus grande ville de France qui est la mieux placée. Hein, c'est assez surprenant. Et puis des villes un petit peu partout dans le monde. Pourquoi est-il intéressant de regarder ces classements? Pour suivre les critères et pour voir si les politiques choisies dans les villes apportent quelque chose. Ce classement n'est pas le seul, il y en a de très nombreux, j'en ai identifié plus de 300, le classement des Smart Cities, donc on ne peut pas dire que Singapour est la première du monde ou que Londres est la deuxième ou inversement, peu importe. Ce qui est intéressant de voir, c'est un autre type de classement, c'est celui de l'attractivité de la ville. Donc là, je prends un autre classement qui est celui que nous allons utiliser pour voir comment être optimiste pour notre futur. Le classement que j'utilise ici est celui du Mori Memorial Foundation au Japon, qui publie sous son Institute for Urban Strategy le GPCI, hein, l'index d'attractivité des villes, le magnétisme des villes. Pour ce faire, il mesure 6 fonctions: l'économie, la recherche et le développement, l'accessibilité ou la mobilité, ce qui est plus à la mode, l'environnement ou le développement durable, l'humanisme et la culture. L'humanisme, c'est quelque chose que l'on peut définir dans ce critère comme la vivabilité d'une ville. Est-ce que je peux m'y sentir bien, en sécurité? On voit que le critère sécurité n'est plus le premier, il fait partie des critères de l'humanisme de la ville. Et là, ce que je souhaite partager avec vous, ce ne sont pas les valeurs absolues de ce classement, mais les évolutions de ce classement dans le temps, sur la dernière décennie qui vient de se passer. Parce qu'une valeur absolue ne signifie pas grand-chose. Mettre Londres au-dessus de Singapour ou l'inverse n'a pas de sens. Par contre, regarder l'évolution pour voir l'impact des politiques qui ont été faites est extrêmement parlant. Ce sont des tendances sur 10 ans. On peut trouver des exemples et des contre-exemples. Mais je pense que des tendances sur 10 ans, à partir du moment où on garde les mêmes critères, sont assez significatives et assez significatives de ce qui se passe sur l'attractivité des villes. On peut voir ici des politiques très positives de magnétisme des villes sur Londres et New York, une politique un peu plus stable mais aussi positive sur Singapour. Tokyo reste pareil à elle-même et Paris est en baisse d'attractivité. Ce qui fait remonter Paris en 2017, comme on peut le voir ici, c'est le fait que Paris ait été nommé
ville olympique pour 2024. On voit l'impact de ce genre d'annonce, mais malgré tout, la tendance est négative. Il en découle une évolution démographique. Toutes les villes qui sont en croissance ont une croissance démographique, et par exemple, Paris est en décroissance démographique. Alors ça peut paraître très surprenant, et en regardant un peu la presse d'une façon générale, je me suis dit que ça serait amusant de partager avec vous une information sur le Brésil et une information sur Paris de façon comparative, parce qu'on lit partout que le Brésil est en train de vivre la pire catastrophe humanitaire possible. Donc voilà, je vais faire quelques partages avec vous. Le Brésil, en fait, c'est un continent, c'est plus grand que l'Europe, et on va regarder ensemble ce que cela peut vouloir dire pour contrecarrer l'aspect presque à niveau, je dirais. Donc, j'ai décidé de comparer deux villes, Paris et Curitiba. Paris, la capitale de la France, Curitiba est la capitale du Paraná. Ce sont deux villes de taille peu éloignées. Si on regarde le Brésil, on a souvent des capitales de taille colossale. On va parler de vingtaines de millions d'habitants à Sao Paulo. Ce n'est pas comparable avec les 2 millions de Paris. Donc, j'ai choisi Curitiba. Curitiba, je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai aussi choisi pour y avoir vécu avec ma famille et connaître très bien cette ville. Les images sont parlantes. On a une ville qui est très verte d'un côté, même si elle est composée de gratte-ciel, et puis une ville qui est très dense et nettement moins verte de l'autre. Et je vais prendre les chiffres de décès suite à la Covid-19 aujourd'hui, en fait hier, puisque les données que j'ai mises dans cette présentation datent d'hier, et les comparer au nombre de millions d'habitants dans ces villes, parce que donner des chiffres absolus sans tenir compte de la population n'a aucun sens. Aujourd'hui, à Curitiba, il y a 40 décès, ce qui représente 23 décès par million d'habitants. Si je regarde l'équivalence de courbe de l'épidémie, ça serait comparable à Paris le 28 avril 2020, c'est-à-dire les 23 décès de Curitiba sont à comparer à 654 décès de Paris. Ramené au million d'habitants, ça veut dire que Curitiba s'en sort 28 fois mieux que Paris. Et si je vais me positionner en début d'accélération de la crise de l'épidémie, Curitiba reste malgré tout 7 fois meilleur que Paris. Est-ce que ça veut dire que Curitiba est meilleur que Paris? Bien sûr que non, je ne pense pas qu'on puisse comparer des villes, des pays, des États sur la mortalité. C'est quelque chose qui est vraiment idiot et morbide. Par contre, ça montre l'aberration de la presse et ça montre aussi que certains, comme c'est le cas à Curitiba, ont déjà une architecture plus ouverte, plus verte, mais aussi ont choisi des politiques totalement différentes dans l'approche de la maladie. Qu'est-ce qui se passe très mal au Brésil? La grosse difficulté du Brésil se centralise sur 3 villes, sur Sao Paulo, sur Rio de Janeiro et sur Manaus. Ces villes ont décidé, en pleine accélération de la pandémie, de conserver le carnaval. Donc, énormément de proximité, énormément de contacts et une explosion épidémique derrière. Le reste du Brésil, dans sa grande majorité, a décidé de regarder dans le monde entier ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et le choix a été fait d'utiliser massivement des masques, de les rendre obligatoires et disponibles, et de mettre le minimum possible les villes en quarantaine pour ne pas trop nuire à l'épidémie. Et on voit le résultat par les chiffres. Alors pourquoi derrière la presse vilipende le Brésil? Je ne sais pas. Je pense que ça sera une question à leur poser un petit peu plus tard. Les 25 millions de morts aujourd'hui du Brésil à comparer aux 28 millions de morts de la France, en nombre absolu, montre une position du Brésil plus mauvaise que celle de la France. Ramené aux millions d'habitants, le Brésil en sera au même niveau que la France quand il y aura 125 millions de morts. Attendons pour voir.
Voici les chiffres pour les garder en mémoire. Donc, je compare Curitiba le 28 mai avec Paris le 31 mars. Et ces chiffres donc, seront bien sûr disponibles pour les participants. Et toutes les sources peuvent être trouvées, sources gouvernementales. On va supposer que les gouvernements démocratiques ne mentent pas trop sur leurs chiffres. C'est, à mon avis, la moindre des choses et le moindre des respects que nous devons à toutes les grandes démocraties. À partir de ces quelques exemples, quels enseignements nous pouvons tirer de la pandémie? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est sympa? Quelles ont été les premières actions prises? On va voyager un petit peu. Je vous propose d'aller à Milan. Milan, une des capitales mondiales des embouteillages, du bruit, des voitures qui klaxonnent. C'est très animé, c'est très dynamique de ce côté-là. Je pense qu'à Milan, on utilise le klaxon pour dire bonjour, pour dire au revoir, pour s'insulter, pour tourner à gauche et pour tourner à droite. Et je vais vous montrer aujourd'hui l'orientation qu'a prise Milan de façon assez radicale pour réagir à ce qui a été identifié comme un des facteurs majeurs de la crise, puisque Milan a aussi été une des villes les plus critiquées au monde. Et je vous laisse regarder cette petite vidéo qui a été faite il y a quelques jours. Dans ce pays où l'automobile est le roi, on voit une transformation radicale des pistes cyclables qui ont été peintes sur le sol pour remplacer la voiture par la bicyclette, énormément de piétons. Bref, un changement radical suite au Covid. À New York, on se rend compte que les transports publics, le métro en particulier, sont aujourd'hui dans une situation catastrophique. Dans la semaine du 4 au 11 avril, il y a 90% d'usagers en moins dans le métro new-yorkais et la Metropolitan Transportation Authority, qui est structurellement déficitaire, est aujourd'hui en situation de quasi-faillite. Avec l'explosion du nombre de chômeurs, la baisse de la quantité de déchets collectés, la baisse de la consommation d'électricité, la hausse des plaintes pour nuisances sonores. Alors, la hausse des plaintes pour nuisances sonores, eh bien, quand il n'y a plus
le bruit de fond des voitures, tous les autres bruits deviennent gênants et on n'y est pas habitué. Et avec la baisse de la pollution, on voit à New York que les autorités de proximité deviennent précieuses et vont changer radicalement la gestion de la ville. De même, les transports à grosses infrastructures centralisées, un petit peu contrairement à ce qu'on imaginait, hein, le tout ferroviaire, le tout métro, eh bien, ce n'est plus le futur, en tout cas pas tel qu'il est conçu aujourd'hui. À côté de cette note un peu négative, des idées qui sont en cours d'application à Singapour. Singapour étudie depuis plusieurs mois le fait de ramener de l'agriculture au sein de la ville. Donc, Singapour, le prix de l'immobilier est très cher et l'idée qui avait été développée était celle d'utiliser les toits, mais bon, c'était une idée un petit peu en l'air. La ville s'étant totalement fermée pendant la pandémie, fermée complètement au reste du monde, l'approvisionnement en denrées alimentaires est devenu une préoccupation majeure. Et le mois dernier, Singapour a décidé de lancer un fonds de 30 millions de dollars singapouriens pour, en 6 mois de temps, mettre en place ces structures sur les toits des parkings et des habitations à bas coût, afin de créer des fermes en pleine ville et de réduire les circuits logistiques. Lorsque je fais des conférences, je parle toujours de Songdo comme référence de ce qu'il ne faut pas faire en termes de Smart City. Songdo, c'est le rêve technophile. C'est la ville où tout est connecté, tout est surveillé, tout est géré automatiquement, soit par des robots, soit par des systèmes d'intelligence artificielle. Songdo n'a jamais pu attirer la population espérée. On a regardé ce qui s'est passé dans le cadre de la pandémie. On aurait pu se dire cette ville de très haute technicité va enfin trouver son essor de façon comparative aux autres villes qui ne sont pas gérées par la technologie. Eh bien, il n'en est rien. La croissance, l'attractivité de la ville, le magnétisme de la ville n'a absolument pas évolué entre avant et après le coronavirus. Cela signifie qu'une ville qui est 100% ubiquitaire, 100% sous contrôle, contrairement au rêve de certains politiques aujourd'hui de tout mettre sous contrôle, eh bien, en fait, elle n'attire pas. Puisque Songdo était déjà un échec, elle reste un échec malgré sa technicité. La conclusion que l'on peut en tirer, c'est que les centres urbains connectés ne peuvent pas se faire au détriment de la vie privée. Et là, j'aimerais passer ce message à tous les politiques et tous les technophiles qui m'écoutent. Il suffit de prendre un petit peu de recul et de regarder ce qui se passe ailleurs pour voir que le contrôle absolu n'est pas très efficace d'une part, mais surtout n'est pas porteur de magnétisme, n'est pas porteur de bénéfices pour le citoyen. Il faut donc réfléchir différemment. Il est bien évidemment nécessaire de se protéger des pandémies, c'est certain. Il y a déjà eu 6 pandémies depuis 2006, donc ce n'est pas la nouvelle. C'est la première qui provoque un lockdown de la planète. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus peur qu'avant. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres lockdowns parce qu'il y aura d'autres pandémies. Et c'est maintenant que nous devons concevoir les réactions à appliquer pour le futur. De façon certaine, la seule technologie n'est pas la réponse. Malgré tout, on parle de villes intelligentes. Et dans ces villes intelligentes, on intègre de la technologie. On ne va pas mettre de côté tout ce qui fait l'essence de la Smart City ou du Smart Territory, parce qu'il y a une contrainte qui reste sur les villes, même si on veut les aborder sous l'aspect philosophique
architecturale ou sociologique, c'est la nouvelle complexité qui est liée à la taille de ces villes et encore plus à la taille des territoires. Cette complexité ne peut pas être appréhendée seule par l'être humain. Il va donc bien falloir intégrer des systèmes intelligents qui vont permettre aux gérants de la ville, aux gérants des territoires, de prendre les bonnes orientations. On parlait de Milan. Milan est une ville intelligente, est une ville avec beaucoup d'informations, beaucoup de technicité, et a bien su l'exploiter pour projeter les usages du vélo à la place de la voiture. C'est bien évidemment le cas de Singapour, puisqu'on a parlé aussi de Singapour comme première ville en termes de Smart City, une ville extrêmement technophile avec un très fort développement de l'intelligence artificielle, qui a déjà choisi de revoir son architecture. On va voir d'autres villes, on va voir des villes de plus petite taille, mais qui vont utiliser toutes en fait ce même principe qui est d'avoir tous leurs métiers reliés sur des plateformes qui permettent de prendre des décisions. Les métiers de la ville sont ceux que vous pouvez voir en bas sur cette planche. On peut les résumer en éclairage intelligent, trafic routier, la vidéoprotection, la météorologie, les données qui concernent le citoyen, la pollution et les sources de données externes à la ville. Et avec ça, il en ressort de l'analyse en haut, des systèmes de gestion, du partage avec le citoyen et des applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est nouveau? Je partage avec vous, par exemple, ce que l'on peut ramener aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir avoir sur un seul tableau de bord des informations qui regroupent celles de la mobilité d'une ville. Ce sont des écrans réels de solutions que je partage avec vous, où seules les données pertinentes vont être affichées, au lieu d'avoir des dizaines, voire des centaines d'écrans pour gérer les plus grandes villes. Un seul écran suffit. Sur ce même écran, si quelque chose d'important apparaît, on va sortir de la mobilité pour rentrer dans la gestion énergétique. Donc la technologie, oui, elle est effectivement puissante, elle est prête. Ce n'est pas la peine d'essayer aujourd'hui de la mettre comme le point principal du débat. Par contre, il est aujourd'hui utile de voir comment on peut l'utiliser beaucoup plus intelligemment au service de la ville. Le service de la ville, c'est avant tout son architecture. Son architecture urbaine, les mobilités revisitées, l'accessibilité de la ville, tout cela va nécessiter, par rapport à ce que l'on a vu sur les collectes de données, la capacité de faire de la modélisation numérique pour pouvoir prévoir, pour pouvoir qualifier, réduire les incertitudes et ainsi apporter une information ponctuelle mais précise. Le but de la technologie, c'est d'informer et de prévoir. Ce n'est pas de prendre des décisions à l'emporte-pièce sur le tracking, sur les dérives sécuritaires et sur les annonces péremptoires. Non, on peut faire avec la modélisation de la ville, l'estimation de son mode de fonctionnement et la projection des meilleures solutions à appliquer. La projection des meilleures solutions à appliquer, c'est aujourd'hui revoir la place de la voiture sans être dogmatique. Elle reste un moyen de déplacement. Et puis, remettre en avant des moyens de transport, de mobilité qui avaient été un peu oubliés, principalement la marche à pied, avec des trottoirs élargis, quelque chose qui a quasiment disparu de certaines villes. Cette marche à pied avec des trottoirs élargis doit se faire dans un cadre agréable, joli. La mise en place de verdure devient importante. Et puis repenser les infrastructures de transport lourdes pour voir à les réduire à là vraiment où on a des secteurs où il est important d'avoir des grandes masses de transport, mais sinon il faut changer. Il faut changer aujourd'hui.
Et ça, c'est ce que l'on peut voir avec la modélisation. Je vais partager une petite vidéo avec vous d'un mode de transport qui a été très décrié parce que nouveau à l'époque c'est il y a quelques mois, mais qui va revenir au goût du jour, qui est celui de la trottinette. Donc là, je partage une petite vidéo d'un de nos partenaires avec lequel nous travaillons, qui s'appelle MobiStreet, mais c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'approche de la mobilité avec des solutions différentes, trottinette, métro. Et puis quand on est sur un moyen comme celui-ci peu encombrant, on peut aussi imaginer le bus et la marche. Donc ces solutions existent déjà, elles vont juste reprendre de l'ampleur. Un petit tour intéressant sur la Chine. Parce que la Chine est aussi très décriée par la presse et par les pensées communes, et pourtant il s'y passe des choses, et des choses assez spectaculaires. Déjà, en Chine, à l'exception de Wuhan, la plupart des métropoles ont pu continuer à fonctionner normalement. Et la Chine, c'est aussi un continent, un peu comme le Brésil, ce n'est pas Wuhan, c'est infiniment plus grand. Et elle va garder une croissance positive cette année, à la différence de la plupart des grands pays du monde et même des continents. Donc, ça veut dire qu'elle ne s'est pas forcément aussi mal débrouillée que ce que l'on veut bien dire. L'obligation d'éviter les contacts a créé une forte demande de nouvelles modalités d'échange. Et le commerce et le paiement électronique ont été largement développés alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Le numérique a explosé, mais le numérique au service du citoyen. Même les personnes âgées, peu habituées aux achats en ligne, ont appris à faire leurs courses sur le web. Et puis, les technologies ont été développées en quelques semaines. La Chine était connue déjà pour savoir construire des hôpitaux très rapidement, mais avec l'avènement de la crise, la Chine a repensé complètement un modèle architectural que l'on voit ici, qui s'appelle Epidemic Babel. C'est une construction en kit qui peut être faite en moins de 5 jours pour faire face à une urgence. Et là, on va plus loin que la réflexion sur Covid-19, coronavirus. On dit créer un hôpital pour répondre à une urgence quelle qu'elle soit. Les modules peuvent être définis par les praticiens en fonction de leurs besoins. Chaque module peut comporter une typologie de soins différente. Quand il n'y en a plus besoin, c'est démontable ou c'est transformable en habitation ou en bureau. Le dispositif est moins cher et plus rapide que les hôpitaux préfabriqués, actuellement déployés en Chine. Et ce projet
a été le projet gagnant du Skyscraper Competition au mois d'avril 2020. Donc, on voit une réactivité très positive, très rapide, en réponse à la problématique épidémique. Quelques visions, un peu de technologie, de la tradition. Maintenant, comment pouvons-nous porter cela sur une orientation pour le futur? Avons-nous des exemples, et des exemples qui ne soient pas des exemples de très gros investissements, des exemples que l'on veut accessibles, et des exemples où on a intégré la notion de territoire au-delà de celui de la ville? Eh bien oui, je vais partager avec vous une cité très intéressante en France qui s'appelle Dijon. Dijon a décidé, il y a quelques années de cela, d'intégrer le territoire de la Bourgogne dans sa réflexion de métropole, de valoriser ses traditions tout en se projetant sur le futur. Dijon est aujourd'hui en cours de déploiement de Smart Territory en termes de technologie. Donc cela avait été décidé avant la crise du coronavirus. Il est important aussi de montrer que les politiques qui étaient bénéfiques à l'humain et qui avaient été décidées avant peuvent se continuer. Mais ce qui est très intéressant aussi à Dijon, c'est de constater qu'avec cette approche, la crise a été vécue de façon bien plus agréable que dans pas mal de villes de taille comparable en France. Donc, c'est ce mélange de tradition, de technologie, de projection vers le futur et d'intégration des territoires au-delà de la ville que je vous propose de regarder maintenant. La technologie extrêmement présente n'est pas visible, elle est vraiment utilisée comme
système de gestion de la ville, système de dynamisation du territoire. Et on voit que Dijon, si on devait mesurer son magnétisme, comme nous avons regardé le magnétisme de certaines villes, est en très forte croissance de tous ces indicateurs de magnétisme et attire bien plus aujourd'hui que de très grandes villes bien plus connues de par le monde. Donc, on voit déjà que c'est accessible. Utiliser la technologie, c'est quelque chose qui est possible et qui peut être effectivement fait au service du citoyen. On voit aussi ici l'importance d'avoir intégré un territoire complet. Alors, effectivement, en Bourgogne, c'est un petit peu facile parce qu'il y a une attractivité naturelle au territoire. Malgré le tout, il fallait le faire, il fallait y penser. Et cela donne des résultats prometteurs. Donc, oui, cela avait été décidé avant la pandémie. Par contre, ce qu'a permis de voir la pandémie, c'est que ce type de décision politique est résilient. Ce qui a été orienté vers le bien-être des habitants de Bourgogne va donner la croissance de cette région quand on est dans une crise de type pandémie. En reprenant une conclusion sur ces quelques exemples que je souhaite partager avec vous, je vais m'axer en fait sur qu'est-ce que la technologie et voir quel est son rôle finalement. Le territoire intelligent est beaucoup plus complexe que la ville, parce qu'un territoire, d'abord, c'est plus grand, et puis ça va intégrer des contraintes différentes. Où sont les soins? Y a-t-il des hôpitaux, des médecins partout? Comment est-ce que je vais d'une banlieue éloignée dans le centre-ville? Là, il y a souvent des solutions, mais d'une banlieue éloignée à une autre banlieue éloignée, cela devient très compliqué et rarement pensé. Le maillage des territoires est souvent avec un tropisme autour de la ville au lieu d'être une dynamique de territoire. Bref, il faut repenser les territoires. Et quand on dit repenser les territoires, eh bien, c'est avant tout commencer par la conception. On ne va pas prendre la technologie pour concevoir, on va concevoir sans technologie. Athènes, Istanbul sont des villes qui ont été conçues sans Internet et qui ont toujours leur attractivité, leur charme, ne parlons pas de Rome. Donc la conception nécessite d'abord la réflexion sur l'humain avec la sociologie, le pourquoi de la ville, le pourquoi de l'être humain dans la ville, le pourquoi du territoire, donc ça c'est la philosophie, le comment gérer le territoire, c'est toute la partie noble de la politique au sens noble de son terme, le citoyen du territoire, je n'ai pas trouvé le terme adéquat, puisqu'aujourd'hui, citoyen se ramène à une ville, mais je le ramène au territoire. L'architecture qui va permettre au territoire de fonctionner non plus en étoile, mais en maillage. Et puis l'économiste, parce qu'il faut être réaliste, on ne peut pas vivre à fond perdu, même si aujourd'hui on a su sortir des milliers de milliards de dollars dans toute la planète, d'une façon générale, et pour être pérenne, un territoire doit avoir une économie positive. Afin de faciliter la réalisation de cette conception, oui, nous avons besoin de technologie aujourd'hui. Avec 7 milliards d'humains sur la planète, on ne peut plus juste dessiner l'ensemble comme l'a fait Haussmann pour Paris au XIXe siècle. Donc la technologie, c'est quoi? En fait, c'est relativement simple. D'abord, c'est de l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont des réseaux de fibre optique, des antennes de téléphone, des ordinateurs, des centres pour stocker la donnée. Ensuite, ce sont des architectures pour traiter ces données, ces infrastructures qu'on appelle des plateformes. Et puis, des algorithmes, des méthodes de calcul pour savoir traiter ces données, des automates. Un automate, ça peut être simplement un feu rouge, c'est un automate, jusqu'à des systèmes robotisés lorsqu'ils sont utiles, et des applications au service des citoyens. Cette technologie doit être transparente,
hein. Elle ne doit pas être l'objectif, elle n'est qu'un moyen. Un moyen pour, à partir de la conception, apporter les services, comme ceux de l'humanisme, de la culture, bien sûr de la santé. On voit à quel point la santé a été mal servie ces dernières années et elle doit aujourd'hui être redynamisée, mais pas uniquement par de l'investissement, aussi par de l'intelligence. L'ensemble conception-technologie doit rendre la ville accessible et être orienté sur le développement durable. Le tout ça, ce sont des objectifs paradoxaux qui viennent en opposition les uns des autres. Le tout avec une économie positive, la génération de cash flow positif dans le territoire. Pour gérer au mieux tous ces objectifs paradoxaux, la technologie va être un véritable support. Et en guise de conclusion, reprenant l'ensemble conception, technologie et services, on va voyager dans les territoires émiratis qui vivent déjà dans l'avenir. Donc, vivre dans l'avenir, eh bien, ces territoires ont décidé de se décentraliser, d'aller intégrer le désert dans les villes et les villes dans le désert, de devenir plus souples. Donc, de ce côté-là, c'est un début de réussite. Malheureusement, là où il reste un travail à faire, c'est qu'aujourd'hui, cette orientation vers le futur, pré-pandémie et post-pandémie, se révèle un peu plus inégalitaire que ce qu'elle était avant. Il n'empêche, les urbanistes émirates ne se demandent pas ce qu'il va se passer, mais ils sont en train de s'interroger sur ce qu'ils souhaitent voir se passer. Des décisions, des nouvelles lois ont déjà été prises. Pour l'architecture urbaine, des balcons plus grands. On a vu à quel point on a pu souffrir d'être cloisonné dans des immeubles sans balcon. Des rues aménagées avec plus de place aux piétons, il ne faut pas oublier le piéton, et aux cyclistes. C'est déjà rentré dans les orientations d'urbanisme d'Abu Dhabi, par exemple, en post-Covid. La mise en place de systèmes de coopération au sein des communautés. Ça, ce sont quelques-uns des changements qui vont être mis en place. La difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas penser uniquement en fonction du risque épidémique. Cela donnerait de fausses solutions choisies dans la précipitation. La menace, elle peut être d'ordre économique, climatique, tout autre type de menace. Abu Dhabi a décidé d'intégrer toutes ces contraintes dans sa transformation. Pour illustrer cette démarche, je vais vous présenter une vidéo de bureaux sans contact qui intègre les contraintes de l'épidémie, il ne faut pas avoir de contraintes, mais aussi les contraintes humanistes, attractivité, magnétisme. Les employés n'auront pas besoin de se toucher, les portes s'ouvriront toutes seules grâce à des détecteurs de mouvement, mais aussi grâce à de la reconnaissance faciale, plus besoin de badger, et tout pourra être commandé depuis son smartphone. Quand je dis tout, ce sont les ascenseurs, les stores, l'éclairage, la ventilation, jusqu'à la machine à café. On va partager ce projet de l'architecte Arjun Kaisher, qui fait partie du cabinet Zaha Hadid Architects. Et je trouve que c'est assez fantastique. Voilà, pour moi, un message d'optimisme que nous pouvons retirer du post-Covid. Je partage avec vous cette vidéo en guise de conclusion.
Des panneaux solaires et aussi des puits de lumière. Je vous remercie de votre attention et je vais proposer maintenant que nous rentrions dans une séance d'échange. J'espère avoir soulevé des interrogations, des doutes, mais surtout de l'optimisme, car c'était le but de ce partage avec vous. Merci beaucoup, Emmanuel Gavache. Alors, nous prenons la première question. J'en avais une tout à l'heure. Elle nous vient de Cyril Banos qui vous dit, mais où est Dijon dans ce classement? Alors, les classements sont toujours faits sur les très grosses villes. On a beau avoir une grande quantité de classements, on va rarement voir arriver dans ces classements les villes de plus petite taille. C'est pour cela que l'on ne trouve pas Dijon dans le classement, mais c'est aussi pour cela que j'ai décidé de montrer Dijon ou de parler des projets d'Abu Dhabi, parce que ce sont des projets qui sont en dehors des classements et que je trouve extrêmement intéressants. Aujourd'hui, si on regarde les critères qui ont été pris, le GPCI, pour le magnétisme de la ville, Dijon est de loin la ville avec la plus grande accélération. Merci beaucoup, parmi les villes Emmanuel. que l'on peut évaluer, hein, parce qu'il y a beaucoup de villes dans le monde, donc il y en a certainement d'autres qui ont, mais parmi celles que je connais, c'est celle qui a la plus forte accélération. Voilà. Sans rancune, Cyril. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Alors, je vous rappelle, je rappelle à notre chère audience sur Zoom qu'ils peuvent poser leurs questions oralement en levant la main. Je leur accorderai les autorisations en activant leur micro. Pour ceux qui veulent plutôt, qui optent plutôt pour poser des questions écrites, n'hésitez pas à les poster soit sur la partie réservée au chat, soit sur la partie Q et R en bas et à gauche de votre écran. Alors, j'ai une main levée. Deux plutôt. Aziza Ftouhi. Aziza Ftouhi, vous avez la main. Madame Aziza Ftouhi, veuillez activer votre micro à votre niveau. Alors, j'ai une autre. Voilà. Parfait. C'est parfait. Vous m'entendez? Allez-y, madame. Parfaitement. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Emmanuel. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette présentation très riche en informations, très pertinente. Personnellement, j'ai beaucoup appris et je vous en remercie. Vous avez mis en avant cette composante qui a déjà été définie par Thierry Bulot et Blanchet, qui est la ville en tant que composante discursive. Et là, vous mettez l'accent sur les villes hyper connectées et voilà, sur les côtés positifs de la technologie. Tout à l'heure, vous avez parlé des villes qui sont hyper contrôlées.
Et donc, si j'ai cru comprendre que cet excès de contrôle peut être une petite contrainte pour la ville ou bien ça peut marquer un point négatif. Si j'ai cru comprendre, hein, corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est parfaitement ce que j'ai dit. Oui. Moi, je dirais plutôt que moi, Je ne vous entends plus, Madame Aziza. euh, Madame excusez-moi. Aziza, vous avez une perturbation? Oui, depuis le début d'ailleurs. Ça doit venir de chez vous parce que nous, on s'entend parfaitement. D'accord. Et maintenant, vous m'entendez? Oui, allez-y, vous pouvez continuer, merci. Parfait. Alors, je continue. Alors, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que sécuriser davantage les villes serait un point positif, surtout de nos jours, hein, pendant ces dernières décennies, les pays sont menacés par le terrorisme. Donc, à mon humble avis, je vois que contrôler les villes par des caméras serait plutôt bénéfique que le considérer comme un point négatif. Et merci. Donc, je vais essayer de répondre. Ce que l'on peut voir, c'est que dans certaines villes, la technologie excessive en termes de contrôle, en tout cas ce qui est le contrôle ubiquitaire, crée une absence de magnétisme, une absence d'attirance de la ville pour les nouveaux citoyens. Alors certains vont s'y sentir très bien parce qu'effectivement, il y a très peu de risques, hein, et les gens ont peur du risque, mais d'autres vont dire qu'ils ne s'y sentent pas libres, contrôlés en permanence. Et c'est là où on commence à être dans ce que l'on appelle les injonctions paradoxales. Dans l'humanisme, qui est un des critères clés du magnétisme d'une ville, il y a l'aspect sécuritaire. Je peux vivre dans ma ville si je peux y vivre en toute sécurité. Comment apporter cette sécurité? Est-ce que c'est par le contrôle technologique permanent et ubiquitaire, hein, ou est-ce qu'il peut y avoir des solutions différentielles? Aujourd'hui, on va vers le tout technologique de type caméra et je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne approche. Parce qu'on peut voir que là où cela a été appliqué, en fait, les gens ne se sentent pas forcément bien. Hein, et puis d'autres secteurs ont pu trouver des solutions qui mélangeaient de la technologie avec d'autres approches. Et c'est là où le politique doit reprendre le contrôle. Ce n'est pas la technologie qui doit contrôler la sécurité, c'est le politique. Le fait d'avoir des espaces verts fait baisser de 20% la criminalité. Donc des espaces verts en taille suffisante versus une absence d'espace vert. Il n'y a pas de caméra là-dedans, hein, c'est juste du bien-être. Alors après, il y a différentes formes de criminalité. Il y a la criminalité quotidienne, hein, qui, elle, peut être gérée simplement par le bien-être que l'on a dans la ville. Et puis, il y a celle du terrorisme. Et celle du terrorisme, elle peut être comparée à celle d'une pandémie. Le problème du terrorisme, c'est que c'est souvent une réaction à une action. Aujourd'hui, le terroriste, s'il circule librement parce qu'il n'est pas tracé par une caméra, il va pouvoir faire ses actions. Quand les terroristes ont compris qu'ils étaient traqués sur leur téléphone, eh bien, ils ont tout simplement arrêté d'utiliser leur téléphone, ce qui leur a redonné leur liberté. En fait, il ne faut pas penser solution par rapport à un problème. Il faut penser la politique globale de la ville. Des sujets comme celui du terrorisme ou ceux de la pandémie sont des sujets qui ne sont pas évitables. Ils auront toujours un coup d'avance, que ce soit les terroristes ou les virus. Ce que nous devons donc privilégier, c'est avant tout le bien-être, certes sécuritaire, mais le bien-être du citoyen. Et ça, c'est la réflexion du politique. Donc, je ne suis pas contre la technologie. C'est l'essence même de mon entreprise Eridanis. Donc, ça serait un petit peu bizarre que je sois contre la technologie.
Ce que je dis juste, c'est que cette technologie, elle doit servir à la réflexion qui a été conduite par le politique. C'est lui qui doit porter l'engagement de l'humanisme de son territoire. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre réponse. Alors, je vais prendre tout de suite une question de Facebook, puis je vais prendre une question écrite depuis Zoom. Et par la suite, je donnerai la parole à M. Mohamed Yousfi qui a levé la main. Donc, je vous demande d'être un peu patient, s'il vous plaît. Donc, ma question, elle vient de Mme Raja Benkiran depuis Facebook, qui dit d'abord, l'humain est au centre de toute décision pour l'évolution et le développement durable, et qui nous demande comment faire entrer l'Afrique dans cette évolution. L'Afrique est un territoire du futur. C'est un territoire extrêmement dynamique, mais on ne peut pas parler de l'Afrique d'une façon générale. C'est un continent extrêmement complexe, avec des pays à des niveaux très différents de mode de fonctionnement, de richesse, de culture, de langue. Donc, je ne saurais pas parler de l'Afrique comme un tout. Ce dont je suis persuadé, c'est que l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de ce continent, est un continent avec un grand futur. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un continent qui est un des berceaux de l'humanité, donc il y a de l'histoire, il y a des philosophes, il y a des penseurs, une jeunesse qui est très dynamique et qui a envie d'avancer, qui est aussi une jeunesse ouverte sur le monde. On voit des ressortissants africains dans le monde entier, que ce soit pour travailler, pour faire des études. Dieu merci pour participer à la médecine en France, où nous manquons cruellement de médecins. Bref, c'est un continent d'avenir. Un des gros avantages, c'est que ce continent a connu relativement peu d'investissements dans les dernières décennies. C'est un avantage parce qu'aujourd'hui, les sauts technologiques vont être directement faits sans tenir compte d'investissements qui sont déjà archaïques. Il est assez difficile de dire les lignes téléphoniques ne servent à rien quand on a investi des milliards dedans, alors qu'en Afrique, on est directement passé sur le cellulaire et les solutions de paiement par SMS. Donc, ma réponse, madame, ce n'est pas de comment intégrer l'Afrique, mais plutôt voir l'Afrique comme une grande opportunité et voir comment nous pouvons participer tous ensemble entre les technologies que nous avons pu déployer de notre côté et vos visions qui seront certainement les visions du futur. Merci beaucoup. Alors, j'en prends une de Zoom et la première question nous vient d'Angela Pieruccini. J'espère avoir bien prononcé le nom de famille. Et pourrait-on parler d'une nouvelle définition de Smart City? Alors, pour moi, la définition de Smart City ne change pas. La Smart City, c'est une ville où la technologie permet de rendre la ville intelligente. Ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est que la Smart City, ce n'est plus suffisant. Ça, c'est un des gros apprentissages de la crise du coronavirus. Aujourd'hui, il faut réfléchir Smart Territoire et non plus Smart City. Smart Territoire, on voit des acteurs qui réfléchissent dessus. Il y a quelques grandes compagnies comme Capgemini, par exemple, qui travaillent plus sur le Smart Territoire que sur la Smart City. Mais c'est encore quelque chose de nouveau. Donc, les définitions ne changent pas. Ce sont les périmètres qui vont devoir évoluer afin d'intégrer la durabilité, le développement durable et de sortir du centralisme de la ville. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à M. Mohamed Yousfi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Je profite de cette occasion. Nous vous remercions de nous avoir suivis. C'est très gentil de votre part. Donc, je tiens à remercier tout d'abord l'animateur pour sa clarté, son calme et sa confiance.
Et je tiens aussi à remercier le club des dirigeants qui maintenant nous a habitués à des séminaires, à des webinaires de haute qualité. Alors moi, j'avais préparé 3 questions, mais je découvre comme quoi ce classement que vous nous avez donné en premier lieu ne contient pas les villes marocaines. Moi, j'ai cru que ça contient au moins une ville. Alors, j'allais vous poser la question, quelle est notre première ville marocaine bien classée? Mais je découvre lors de votre réponse comme quoi il n'y a pas de ville marocaine. Et peut-être pas de ville africaine. Sinon, je serais curieux de connaître leur classement, comment ils sont classés, soit une ville marocaine, soit africaine. L'autre question, et ça sera ma dernière, donc à mon avis, ce classement va avoir, ou la doit avoir, un impact sur le tourisme, sur beaucoup de choses, sur les investissements à réaliser dans les villes, etc. Donc, comment ça se fait, cette mise à jour de ce classement? Est-ce qu'elle est faite par un site qui est indépendant, qui est neutre, ou bien il est fait par les résidents qui envoient des photos, qui envoient des informations, etc. Ou bien il y a une équipe qui fait le tour du monde. Et là, ça sera un travail extraordinaire pour eux, pour visiter toutes les villes, la mise à jour des informations, etc. Si c'est par les résidents, nous, Marocains, on est volontaires pour envoyer les informations sur nos villes. Et à la fin, je tiens à vous remercier de la qualité de votre animation. Alors, merci pour ces questions très pertinentes relatives au classement. Les classements, je vais être assez sévère avec les classements, ils sont principalement réalisés par de grandes universités, soit japonaises, européennes ou américaines, Amérique du Nord ou enfin, États-Unis ou Canada. Donc c'est là où on va trouver les plus grands classements qui servent de référence, qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres et qui rarement vont intégrer les villes de taille moyenne. C'est pour ça que j'ai parlé de Dijon, parce qu'elle n'est pas dans les classements, alors que c'est certainement une des plus belles réussites en termes de territoire en France. Mais surtout, je dirais un peu plus de la moitié du monde est en dehors de ces classements, en particulier le monde de l'Afrique. On va y trouver l'Amérique du Sud, au moins pour le Brésil, où on va voir Rio, Sao Paulo, qui sont des villes classées au Brésil, mais pas grand-chose sur l'Afrique, ce qui est une immense erreur parce que ça devrait être le cas et en plus on y parle d'un grand dynamisme. Lorsque j'avais fait une conférence sur le sujet des Smart Cities au mois de septembre dernier à Casablanca, j'avais néanmoins regardé quels critères on pouvait trouver, et on en trouve dans les publications universitaires sur les villes d'Afrique du Nord. Et la mieux classée selon ces critères était Orange, pour certains dynamismes et investissements qui avaient été réalisés. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur quelle est la ville la mieux classée au Maroc. Ensuite, je pense qu'il est important que ces classements ne soient pas faits par des gens qui se promènent. On a vu la limite aujourd'hui des organisations transversales. L'Organisation mondiale de la santé a clairement montré ses limites. Je pense qu'il ne faut pas imaginer des organisations qui se promènent parce qu'elles vont biaiser le regard et elles n'auront surtout pas la compréhension de la culture locale. Je crois beaucoup plus au classement fait par le citoyen, à l'expression du citoyen, et la preuve du magnétisme d'une ville, c'est son attractivité. Est-ce qu'elle est en démographie croissante? Est-ce que le territoire devient économiquement rentable? Quelle est l'évolution du tourisme? Quelle est l'évolution des universités, recherche et développement?
Donc, je pense que les critères pris par l'Université du Japon, que je vous ai présenté, les deuxièmes critères, beaucoup plus tournés sur l'humanisme, sont les plus intéressants et on peut les remplir soi-même. Je pourrais partager avec vous les études complètes de cette université, si vous le souhaitez. Et là, il est d'ailleurs possible d'y trouver quelques villes d'Afrique, peu sur le Maroc, mais on va y trouver le Caire, par exemple. Et je pense vraiment préférable que ce soit le citoyen d'un territoire qui l'évalue afin qu'il puisse influencer les orientations de son politique. Il est très difficile d'appliquer les mêmes critères dans une ville portuaire que dans une ville de montagne, dans un territoire désertique que dans un territoire de forêt. Bref, je pense que les classements, ils n'ont pas d'intérêt en termes de comparaison en valeur absolue. Là où les classements sont intéressants, c'est de voir l'évolution dans le temps. Est-ce que je suis en progression, en stagnation ou en régression? C'est plutôt ça qu'il faut regarder. Je vous remercie, Emmanuel. Donc, je prends encore une question de Zoom. Elle nous vient d'Anas Mqdad. Quelle place pour les collectivités territoriales dans ce contexte de pandémie? Et surtout, avec un ressenti de retour de l'intervention de l'État central. L'apprentissage immédiat que l'on peut porter au niveau de nos politiques, c'est que la centralisation, ça ne marche pas. Ça crée de la complexité administrative, ça crée de la technocratie inutile, des décisions qui n'arrivent pas à être prises parce qu'on veut uniformiser les décisions sur l'ensemble d'un pays, ramener dans sa capitale, alors que les contextes locaux peuvent être extrêmement différents les uns des autres. On peut décider de mettre en lockdown un pays complet alors que seule une ou deux villes devraient l'être. Et ça, ce n'est pas juste une façon de parler. Il suffit de regarder le résultat de la Chine qui a fermé Wuhan, mais pas les autres villes, et qui va rester avec un PIB positif. Donc, en parlant avec des faits, speak with facts and figures, la centralisation est un échec et ce sont les collectivités territoriales qui sont à même aujourd'hui de gérer les crises. Je pense que l'apprentissage majeur de cette pandémie, c'est que nous devons redonner aux collectivités territoriales tout le pouvoir décisionnel et de gestion de leur territoire. Le tout, bien sûr, dans une cohérence de pays, c'est évident, mais les collectivités territoriales savent déjà qu'elles ont intérêt à être en cohérence avec leur pays. Donc, il n'est pas nécessaire de légiférer pour cela. Tout à fait. Alors, j'ai une question de Facebook de Hussein Eid El-Hajj. Il nous dit, est-ce que le développement technologique peut aboutir au déclin du système capitaliste? Waouh, là, je ne sais pas répondre. Là, c'est clairement une question qui est purement philosophique à laquelle je n'ai pas les compétences pour répondre. La technologie, elle a aussi des effets un peu contradictoires. D'abord, on peut dire l'information est accessible à tous. C'est vrai et c'est faux. Parce que l'information qui circule pour tous, c'est souvent des fake news ou de l'information de bas niveau. Donc, l'information accessible à tous, c'est souvent de l'information banalisée et réductrice. Elle peut être très manipulatoire. Et du coup, seules les élites vont avoir accès à de l'information de qualité. Donc là où on peut se dire de façon simple, la technologie met à disposition le savoir pour tout le monde, on se rend compte que la réalité n'est pas là. Donc je pense que dans le rêve de la technologie, il y a l'accès
au savoir, au bien-être, à la connaissance, au développement pour tous, donc la fin du régime capitaliste. Mais je vois aussi la création d'une scission extrêmement grande entre les élites et ceux qui n'ont pas la chance d'y être. Et ça, on peut le voir dans la façon dont la pandémie a été vécue. Quand on doit travailler de chez soi, en télétravail, et que l'on a des enfants à la maison, c'est très différent d'avoir un ordinateur pour le travail et 3 enfants qui doivent suivre des cours, chacun sur l'ordinateur, et une grande maison avec un ordinateur pour tous, des liaisons Internet rapides qui vont permettre à tous les enfants de suivre leurs cours tout en pouvant travailler pour les parents. Donc, malheureusement, je ne pense pas que la technologie seule puisse mettre fin aux dérives capitalistes. Merci beaucoup, Emmanuel. Je tâcherai de ne plus poser des questions pareilles. Alors, j'ai une question de Moursal Slimani qui nous dit, est-ce que l'attractivité des territoires se mesure par la maîtrise du processus conception, technologie et services, ou bien par l'utilisation des nouvelles technologies seulement, sans donner l'importance à la conception humaine et l'historique des villes? L'attractivité du territoire se mesure par l'utilisation positive que l'on peut faire de l'histoire de ce territoire, hein, comme cela a été fait dans le cas de Dijon, pour le tourner vers le futur en intégrant la technologie. La technologie est transparente dans l'attractivité du territoire. Une ville extrêmement technologique ne va pas forcément être aujourd'hui ce que l'on va rechercher de façon prioritaire. La technologie va permettre de résoudre des équations que l'on ne peut pas résoudre à l'échelle de l'être humain, de gestion économique des ressources, de développement durable. Mais ce n'est pas elle qui va supplanter l'histoire et la gestion des hommes. Ça serait un petit peu aberrant aujourd'hui de dire, bon, il y a à Casablanca des infrastructures qui pourraient être complètement détruites, revues et ainsi de suite. Dire on sort de l'histoire qui a pu être douloureuse d'avant les années 60, alors que l'on a tout le bénéfice à se dire, eh bien, on a quelques belles architectures, des rues avec des maisons que l'on dit coloniales, qui sont porteuses d'histoire, du commerce de rue très actif. Tout cela, ce n'est pas la technologie, mais c'est ce qui donne l'attractivité d'un territoire. Donc l'attractivité d'un territoire, c'est uniquement le fait de se dire que l'on y est bien, on s'y sent bien. Et pour être bien quelque part, l'homme a besoin d'être rassuré sur son histoire, d'y trouver de la richesse, d'y trouver de l'intérêt et de croire au futur de ce territoire. La technologie n'est qu'un moyen. Merci. Et dans ce sens, alors, Souad Barakat nous pose une autre question. Est-ce que les moyens financiers ne constituent pas un grand frein pour la transformation technologique des villes, notamment dans les pays en développement? Clairement, oui. Quel remède? Voilà, clairement, oui. La technologie est chère et le rêve de voir son coût baisser n'est pas vraiment là. Le coût a baissé dans les infrastructures. On peut utiliser aujourd'hui des infrastructures infiniment moins chères que précédemment. Mais le savoir-faire de la mise en œuvre des technologies nécessite des ressources rares. Le Maroc a la chance d'être extrêmement bien doté de ce côté-là, avec de très grandes universités, de très bonnes formations en informatique et en mathématiques, comme c'est le cas pour un pays voisin, la Tunisie. Donc, certains pays africains sont extrêmement bien dotés pour affronter ces besoins en ressources technologiques. Malgré tout, le coût de la mise en œuvre de ces technologies, de leur maintien, surtout en activité et fonctionnement, le rend inaccessible à beaucoup de pays et de villes aujourd'hui.
continuer sur une thématique semblable. Je sais que vous avez proposé de mettre en place une solution de télémédecine gratuitement pour cette période du Covid et que vous avez proposé au gouvernement. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Alors, la télémédecine, il y a longtemps que l'on en parle et on a pu voir fleurir des solutions opportunistes, je dirais, pendant cette crise où des pseudo-solutions rapidement développées avec un petit peu de Java ou d'Excel venaient promettre monts et merveilles. Et quand j'ai commencé à voir fleurir de façon massive des solutions qui n'en étaient pas, j'ai effectivement proposé, au Maroc en particulier, le bénéfice de plateformes extrêmement lourdes de télésoins plutôt que de télémédecine, basées sur plus de 12 ans d'études dans une très grande université canadienne qui s'appelle McGill, étant aujourd'hui à la version 7 de l'évolution de ces solutions. Donc, il ne s'agissait pas du tout de quelque chose d'opportuniste. Et ce sont des solutions qui sont orientées non pas sur la pandémie, parce que comme je l'ai dit dans cette conférence, je ne crois pas au développement de solutions en réaction à une crise. Je crois juste à une réorientation de la pensée. Mais cette solution, elle est orientée Covid-free, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Covid. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de décès de gens qui ne sont pas touchés par le Covid et qui n'ont pas pu suivre les soins traditionnels qui étaient pourtant vitaux pour eux. Je pense au cancer, je pense au diabète, aux maladies chroniques, à l'ensemble des maladies chroniques. Les hôpitaux ont arrêté de recevoir ces patients. Les patients ont eu peur de retourner voir leur médecin ou de sortir ou n'ont pas pu sortir. Et c'est là que des solutions de télésoins éprouvées depuis longtemps, qui comportent des modules d'intelligence artificielle connaissant ces maladies, connaissant les interactions médicamenteuses, peuvent être mises au service des praticiens pour les aider énormément à suivre les gens qui sont dans ces maladies chroniques. Donc nous avons développé avec un partenaire canadien et avec McGill cette solution depuis de nombreuses années. Elle est en fonctionnement sur de très nombreux cas en Amérique du Nord, d'une façon générale, sur de nombreux hôpitaux, nombreuses universités. Elle est aussi déjà en fonctionnement en France. Donc c'est une solution éprouvée, robuste, qui garantit le savoir-faire du médecin avant tout. Je vais donner juste un exemple. Le médecin peut communiquer avec son patient via cette plateforme, mais le patient ne peut pas communiquer avec le médecin. Pourquoi? Ça, c'est un des retours des usages que nous avons appris. Le médecin ne peut pas être saturé de messages. Et c'est à lui de donner des instructions au médecin, juste pour donner un exemple. Donc, on a une solution très mature, très fonctionnelle, très chère, comme les solutions de très haute technologie. Et j'ai proposé donc, à ceux qui le souhaitent d'en bénéficier gratuitement pour continuer à suivre les patients atteints de comorbidité. Ce n'est pas une solution pour suivre le Covid. Je ne crois pas beaucoup dans les experts en coronavirus aujourd'hui, parce qu'être expert en 3 mois, pour moi, ça dénature un petit peu le mot d'expert. Par contre, cette solution est une solution effectivement de haut niveau d'expertise pour tout ce qui est diabète et maladies chroniques. Merci beaucoup, Emmanuel. Quel en a été le sort? Si ce n'est pas trop indiscret, si c'est pas... Comment? Si ce n'est pas indiscret, si ce n'est pas secret, si c'est pas... Quel en a été le sort de la proposition? Le sort de la proposition, il y a eu beaucoup de discussions, d'allers-retours, de démonstrations. Je pense que c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. C'est quelque chose que j'aime bien dans le monde oriental, dans le travail avec des univers qui me passionnent, comme celui de l'Afrique du Nord, où je sais qu'il faut prendre le temps. Donc, je ne suis pas du tout inquiet
sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu de réponse ni positive ni négative. Je pense que nous sommes dans le processus naturel de réflexion dans la culture orientale. Donc, je garde espoir. On est avec vous. Alors, je ne sais pas si on a encore des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question orale? On a encore 5 minutes. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'Emmanuel Gavache a été conférencier lors de la première édition du Digital Now organisée par le Club des dirigeants, il y a une année de cela. Vivement la deuxième édition, Inch'Allah. Je participerai avec grand plaisir. Ça serait un plaisir de vous accueillir encore une fois. Alors, on a une question de Facebook. Est-ce que l'attractivité d'une ville est essentiellement liée à l'offre d'emploi qu'elle propose? Et est-ce que cela reflète forcément le bien-être des citadins? Alors, l'attractivité d'une ville reflète le bien-être des citadins, oui. Le nombre d'emplois qu'elle propose en est une conséquence. Plus une ville est attractive, plus elle va tirer de secteurs dynamiques. Et ces secteurs dynamiques vont être fluctuants en fonction des époques et des besoins. Mais c'est le fait de créer ces besoins et cette dynamique qui va créer les emplois. Merci beaucoup. Alors, j'attends un peu les questions. Je ne sais pas si on a encore. Un sujet très passionnant. Futuriste aussi. Alors, plus de questions. Alors, on a là une main levée. Aziza Ftouhi, vous avez la main. Madame Aziza. Oui, oui, merci. Je Vous vous en m'entendez? prie. Très bien, allez-y, madame. Merci. Alors, j'ai une question, peut-être la réponse sera longue, mais quand même, je vais la poser. Bon, puisqu'on parle de la ville intelligente, la ville, elle englobe aussi C'est que nous n'avons pas les suffisamment de temps, il nous reste 3 minutes. Alors, ma question concerne les établissements scolaires en général, le milieu éducatif. Comment on peut envisager le milieu éducatif voilà, dans le futur? Je parle bien évidemment de l'établissement scolaire intelligent. Je ne parle pas des outils qui sont déjà installés et déjà expérimentés, mais est-ce qu'il y a des idées novatrices, nouvelles, qui peuvent servir le milieu éducatif en termes, bien sûr, d'établissements scolaires intelligents? Et merci. Merci à vous. Alors, pour le milieu éducatif, on voit énormément de solutions technologiques pleuvoir, mais rien ne remplace le professeur. Donc, plus que de la technologie, je pense qu'il va falloir apprendre aux professeurs à faire bon usage de la technologie pour que le milieu éducatif évolue. Je ne crois pas à l'enseignement à distance, même assisté par de l'intelligence artificielle. Je pense que ça peut être juste une brique, une composante de l'éducation, mais l'éducation nécessite l'interaction présentielle entre les enfants, d'une part, un lieu qui doit avoir son aspect sacré, qui est celui de l'école, et qui ne peut pas être la maison, et l'interaction avec le professeur, dont la différence de taille, de posture, de relation avec l'ensemble communautaire que représentent les élèves est indispensable pour créer le respect. Je pense que nous allons découvrir, par l'usage massif de la technologie par les enseignants ces jours-ci pour continuer à faire cours, et bravo pour leurs efforts, parce qu'ils n'y étaient pas préparés. On va voir fleurir une compétence des enseignants en technologie et une nouvelle attractivité des écoles. Donc je pense que là, c'est un message extrêmement optimiste, où l'enseignant et l'école gardent leur rôle encore plus prépondérant qu'avant,
mais tout en faisant le saut technologique. Je vois aussi une autre question là, sur le fil Zoom de M. Peuportier. Justement, exactement. Vous voulez y répondre? Je la pose ou Je vous laisse la poser. Alors, c'est une question d'Hervé Peuportier. Vous parliez de territoire, mais comment fonctionneront les territoires entre eux? Alors, il est déjà novateur de sortir de la ville pour aller sur le territoire. Ça sera déjà énormément de travail, hein, c'est sûr. Faire travailler les territoires entre eux, c'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir dans les Länders allemands, dans les régions, dans le découpage régional en France. Aujourd'hui, ça ne marche pas, sauf les Länders allemands, mais bon, en Allemagne, tout fonctionne, c'est un peu particulier. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Aujourd'hui, en France, le maillage des territoires n'est pas encore quelque chose de fonctionnel. Donc, je ne sais pas vraiment dire comment ils fonctionnent aujourd'hui. La question, c'est sur le futur. Comment fonctionneront-ils? Eh bien, je pense qu'ils devront apprendre à coopérer en dehors de l'intervention étatique. Si on réussit le passage du Smart Cities vers le Smart Territories, hein, sur le territoire intelligent, je pense que le centralisme colbertien, comme on peut le voir en France, sera obsolète et le travail en direct entre les territoires sera la solution. Donc, à mon avis, pour que cela puisse fonctionner, il faut arrêter de vouloir tout contrôler de façon centrale. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, une toute dernière question de Facebook avant de clôturer. Une question de Souad Rafes qui nous dit: quel regard portez-vous sur les territoires ruraux? La ruralité a pris ses blasons d'or pendant la pandémie. On s'est rendu compte que vivre dans des grandes villes pouvait être terriblement étouffant. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait travailler depuis la maison pour beaucoup de travaux, pas tous bien évidemment. C'est difficile de tenir un salon de coiffure via Zoom, c'est un peu compliqué. Mais pour beaucoup de travaux, on se rend compte qu'on peut faire pas mal de choses à distance et d'un seul coup, le territoire rural devient extrêmement attractif car la qualité de vie dans un village, dans un petit village, n'a strictement rien à voir. Et ce qui avait créé la désertification des territoires ruraux va aujourd'hui créer leur nouvel attrait. Puisqu'on peut y travailler maintenant, on va pouvoir retourner y travailler. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je suis un acteur du tertiaire, un acteur du service, donc plutôt normalement un cadre relativement favorisé, relativement bien payé, et que je peux rester dans un village, travailler dans un village, je vais ramener de l'économie dans ce village. Et je vais avoir besoin du coiffeur. Je ne vais pas aller à la ville pour aller me faire couper les cheveux. Et je vais donc ramener toute une dynamique qui va permettre au territoire rural de croître. De plus, les nouvelles technologies permettent de supprimer certains problèmes de la ruralité, comme par exemple celui de la médecine. Le télésoin, justement, dont on parlait tout à l'heure, permet de résoudre une grande partie de la problématique du désert médical que vivent les territoires ruraux. D'autre part, on se rend compte de la nécessité impérieuse de savoir produire son alimentation localement. Les grands flux d'importation de nourriture croisés au niveau planétaire, on en a vu les limites. Et j'espère que cela servira d'apprentissage
pour recréer une dynamique de ruralité. Donc, pour répondre à votre question, la ruralité fait partie pour moi de la notion de territoire, justement. Il y a rarement de grandes villes dans les territoires ruraux, et ça fait clairement partie des orientations optimistes et futuristes de notre planète. Merci beaucoup, Emmanuel Gavache. Je rappelle juste que vous êtes passionné d'innovation et ça se voit. Merci, je vous remercie pour l'excellente prestation et la richesse en informations partagées. Je vous demanderai juste un petit mot de clôture de votre part avant de clôturer la session. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette conférence avec vous. Les questions ont montré un intérêt certain sur le sujet. Je suis heureux de voir que partager une vision optimiste entraîne autant de dynamisme, parce qu'habituellement, c'est beaucoup plus facile de faire du catastrophisme et porter des messages positifs. On voit que ça attire aussi. Donc, vous m'avez confirmé que j'ai raison d'être optimiste et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce travail préparatoire et à ce travail d'échange. Merci aussi au Club des dirigeants, qui est la preuve du dynamisme de l'Afrique du Nord. Et je serai avec vous très certainement lors de votre prochaine conférence en présentiel au Maroc, à Casablanca ou à Marrakech. Je vous remercie. On l'espère. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. On espère avoir l'occasion de vous recevoir encore et encore pour plus de détails sur les innovations liées à la thématique. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Je remercie toute l'audience qui nous a suivis depuis Facebook et sur Zoom. Je m'excuse de ne pas avoir pu poser toutes les questions, s'il y en a encore. Si jamais vous avez le temps de faire un tour du côté de Facebook pour vérifier quelles questions on a loupé à cause du temps ou du manque de temps, parce qu'on a une autre conférence qui se prépare dans les 10 minutes qui suivent. En tous les cas, ce fut un très grand plaisir pour moi d'animer ou de modérer cette session. Le club des dirigeants remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt et à tout de suite pour une nouvelle thématique. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir. Stay safe.